revenir sur la toxicité des produits de contraste dont vous avez parlé, que vous avez évoqué. Notamment dans l'IRM, on utilise souvent des complexes de gadolinium. Oui. On sait que c'est pas... Bon, il y a une certaine toxicité avérée. Et est-ce qu'il y a des alternatives, d'une part, et qu'est-ce qu'on sait justement sur la toxicité de ces complexes? Merci. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives? Sans doute. Oui, il y en a. En pratique clinique, de toute façon, c'est quand même ce qui reste les bases, notamment pour faire de l'imagerie de perfusion en IRM. Je ne suis pas sûr qu'à court terme, il y ait une alternative immédiate, mais apparemment, ici, vous avez une réponse. Nous avons travaillé avec Guerbet, par exemple, dernièrement, pour justement développer des alternatives. Mais je crois qu'en termes de mise sur le marché, ce n'est pas encore fait. Si? Ah bah, vous allez me contredire. Effectivement, classiquement, et moi, vous savez, encore ce matin, je pensais qu'on faisait des IRM avec des injections de gadolinium. Et le gadolinium en France, on sait que ça donne des fibroses s'il y a une insuffisance rénale, parce que c'est fibrosant pour le tissu. En fait, aujourd'hui, on a des alternatives à ces produits de contraste qui ne sont pas fibrosants. Et en France, ce sont ces produits de contraste qu'on utilise. Il y a eu toute une littérature sur la toxicité fibrosante du gadolinium chez les patients qui étaient en insuffisance rénale. Donc aujourd'hui, on est déjà dans la phase d'utilisation en clinique. Alors, ma compréhension, c'est que cette toxicité... Enfin, je me suis dit, moi, j'ai le micro, c'est inutile. Cette toxicité dépend en grande partie de la qualité, on va dire, du chélate auquel est associé le gadolinium. Parce que ce qui est toxique en lui-même, c'est le gadolinium qui va se substituer, un peu comme de l'arsenic, je crois, dans certains lieux, pour ensuite être... et qui va s'accumuler, en fait, si jamais il y a un problème effectivement rénal ou de prise répétée de gadolinium. D'accord ? Et donc, effectivement, dans la galaxie des agents de contraste qui possèdent du gadolinium, il y a des chélates plus ou moins stables. Je prolonge la question. Est-ce que c'est juste chez les patients d'insuffisance rénale qu'on utilise autre chose que le gadolinium ou est-ce que ça se généralise? Parce que c'est ça la question. Si... Je pense qu'effectivement, il faut écouter le radiologue. S'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez faire un commentaire à propos de l'utilisation des méthodes d'imagerie dans le suivi des pharmacocinétiques et des métabolismes des molécules en développement de nos jours? Comment ça se passe? Comment ça s'est utilisé? Chez l'homme, je parle. La méthode de référence pour ce genre d'études, c'est clairement le PET. L'idée, c'est donc de faire de la biodistribution, la pharmacocinétique, d'un produit pharmaceutique. Donc, la question première, c'est quelle est la capacité à marquer ce radiopharmaceutique. D'accord. Donc, je ne suis pas radiochimiste en tant que tel, mais vous avez sans doute des chimistes ici. La réactivité de certains sites pour fixer un noyau, par exemple comme le fluor, n'est pas quelque chose d'évident, a priori. Donc il faut souvent passer du temps pour identifier le bon site où on va greffer le noyau. Et ensuite, la stabilité aussi, et ce qu'on appelle l'activité spécifique, c'est-à-dire globalement le rendement de cette greffe, afin d'avoir un radiotraceur qui va être intéressant pour ensuite suivre la biodistribution. Mais une fois que cette étape de greffe et la qualité, on va dire, du radiotraceur est assurée, si votre pharmaceutique est un bon pharmaceutique, c'est-à-dire qu'il ne se métabolise pas trop, qu'il aille directement à la cible, et que ça donne suffisamment de signal, il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème, puisque la sensibilité est très bonne. Toutefois, il faut être en mesure de faire une bonne modélisation du devenir de cette molécule dans le sang, typiquement. Okay. Donc, ce qui est important, c'est quels sont les métabolites de ce radiotraceur et de ce radiopharmaceutique. Est-ce que ce qu'on observe, par exemple en PET, parce qu'il n'y a pas de spécificité chimique dans ce qu'on regarde en PET, est-ce que ce qu'on observe en PET est véritablement le radiopharmaceutique ou un de ses métabolites? Donc ça demande des travaux préparatifs, typiquement chez le rongeur ou chez le primate, okay, où on va faire des ponctions sanguines pour établir le devenir, en tout cas dans le compartiment sanguin, de ce radiopharmaceutique. Mais en termes de sensibilité, c'est la meilleure méthode. On peut utiliser d'autres méthodes, comme je l'ai dit, parce que les agents de contraste, on peut toujours partir sur un pharmaceutique et lui accrocher quelque chose. La problématique, c'est qu'après, on veut
pénaliser au minimum les caractéristiques physico-chimiques de ce pharmaceutique. Donc si on lui accroche quelque chose de trop volumineux, ça commence à devenir autre chose. Okay, notamment en termes de transport, la maladie hémato-encéphalique ou ce genre de choses. J'avais une question sur l'indication de l'IRM de diffusion, en fait. Dans Oui. quel cas on utilise l'IRM de diffusion, si elle s'utilise actuellement en thérapeute? Alors, en tant que Diagnostic, chercheur, ouais. nous on l'utilise pour tout ce qui bouge. D'accord ? C'est toujours une information pertinente, notamment pour caractériser l'organisation cérébrale. On parle de connectome, c'est vraiment une donnée intéressante dont on ne disposait pas il y a quelques années. En pratique clinique, l'imagerie de diffusion, c'est principalement pour les AVC. Ok ? Donc vous allez avoir un AVC et on va pouvoir faire de l'imagerie de diffusion pour aller regarder notamment ce qu'on appelle du cell swelling, c'est-à-dire du gonflement cellulaire dans les premières phases qui suivent l'hypoxie. Ok ? Donc on va voir éventuellement ce qu'on appelle un mismatch entre perfusion et diffusion, entre des zones qui peuvent éventuellement récupérer du sang après reperfusion, c'est-à-dire après éventuellement, je crois que c'est du RTPA, c'est ça qu'on donne, voilà, pour l'administration d'un thrombolytique qui va permettre au sang de se recirculer, mais pour autant il y a des régions qui vont recevoir du sang et qui ne vont pas avoir un signal de diffusion normal, parce qu'en fait elles ont passé un certain stade de déficit homéostatique qui fait qu'elles sont déjà dans la voie de mourir. D'accord, donc Déjà ça mort. c'est la principale Voilà. utilisation en thérapeutique, en diagnostic. Voilà. Mais nous, on va l'utiliser, par exemple, pour étudier le développement cérébral, en faisant une image de diffusion chez les bébés, Ouais. éventuellement en regardant des autistes, pour Ouais, voir s'il y a des défauts de connectivité, par exemple, entre les centres fonctionnels qui gèrent l'intégration sensorielle. C'était le sens de ma question aussi derrière, c'est-à-dire cette IRM de diffusion, est-ce qu'on pourra un jour l'utiliser effectivement pour diagnostiquer, je sais pas, certaines maladies psychotiques On par espère. exemple, ça demande aussi d'avoir des témoins, et une banque de témoins absolument phénoménale. C'est un peu le sens de la dernière slide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce savoir-faire n'est pas enseigné dans les écoles de médecine. C'est des savoir-faire qui sont limités à certains centres de recherche, avec des expertises très poussées, avec peut-être une quinzaine de personnes dans le monde qui comprennent exactement ce qu'on est en train de faire. Regardez, d'accord ? En tout cas, dans les domaines les plus évolués. Il est tout à fait intéressant de pouvoir ensuite, à terme, bénéficier de ces systèmes experts qui vont pouvoir accompagner, seconder le médecin pour pouvoir utiliser ces méthodes de façon intelligente. D'accord ? Parce que souvent, cette information, ce n'est pas l'information classique qu'envoie un radiologue avec un pixel blanc, un pixel noir. D'accord ? C'est souvent des cartes, parfois avec une quinzaine de métriques différentes pour caractériser un phénomène physico-chimique précis. D'accord ? Donc, c'est même difficile pour nous d'apprécier ces données tout seul. Et l'ordinateur a un rôle central à jouer dans le transfert de ces technologies vers une pratique en diagnostic.